je suis né à Barré-le-Bas. À l'heure actuelle, maintenant, c'est Barré-sur-Méouge, mais à ma naissance, ça s'appelait Barré-le-Bas. Barré-le-Bas. Il y avait Barré-le-Haut, un peu plus haut, et c'est dans la Drôme, à la limite de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et c'est une campagne au pied d'une montagne, qu'on avait une ferme. Mes parents, ils étaient bergers, ils gardaient un troupeau de brebis. Et c'est mon père qui a coupé à ma naissance le cordon ombilical. Et il était malade, il avait la maladie de la persécution. Ça veut dire que toute sa vie, il nous a fait ni du bien ni du mal. Il ne s'est pas occupé de nous. Donc ma mère se trouvait avec 4 enfants pendant la guerre. Ça a été terrible. C'était à l'époque où on avait un verre d'huile par semaine. De beurre, on n'en avait pas. Je me rappelle que ma mère avait mis dans sa cuisine des gros savons de Marseille. Ben, elle n'osait pas s'en servir parce qu'il n'y en avait plus de savon. On ne trouvait pas le savon. Alors je vois toujours ces gros savons. Jusqu'à la fin de la guerre, je voyais ces gros savons de Marseille, là, gros comme ça. Elle ne s'en servait pas pour avoir le plaisir de les regarder, certainement. Et ma mère travaillait, elle était héritière de la ferme des grands-parents, et elle s'en est pas trop occupée, c'était plutôt une femme elle était couturière. Sa profession, elle était couturière. Elle faisait des pantalons qui est un genre très difficile à faire pour les couturiers, les pantalons, les coupes, tout ça, mais elle était très, très bonne là-dessus. Et elle a même eu des problèmes pendant la guerre. Elle se trouvait à avoir des Allemands qui venaient faire des pantalons parce que c'était son métier. Et à la fin de la guerre, en 1944, on tondait les femmes qui avaient copiné avec les Allemands. Et on avait un cousin qui travaillait, qui a dit non, c'est ma cousine, on lui fait rien du tout. Elle a passé à travers. Parce que pour manger, il fallait qu'elle fasse, pour nourrir ses enfants comme mon père, et faisait défaut, il n'a jamais rien fait. Alors mon père, il s'est acheté un petit lopin de terre de 1500 mètres. Et sur ce lopin de terre, il allait près de la rivière, il allait chercher de la boue séchée au soleil pour faire les murs de sa cabane. Il prenait le chaume, l'herbe qu'il y avait dans le pré pour faire le toit, et il s'occupait de rien. Il avait les œufs avec les poules, il avait la viande avec les chevaux, la chèvre, le lait, et il s'occupait en dehors. Il a vécu jusqu'à 98 ans sans sécurité sociale, sans rien. Il ne s'occupait pas de nous, et il ne nous a jamais fait de mal ni de bien. Moi, j'allais le voir dans le temps qu'il était encore de ce monde. J'allais le voir s'il avait besoin d'une course. J'y allais, mais mes frères, une fois, mon frère aîné est arrivé et il lui dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Mais je dis, c'est ton fils aîné, tu ne te rappelles plus? Ben, il y a 40 ans que tu ne l'avais pas vu. Il ne s'intéressait pas. C'est un peu la vie comme ça. Ma mère, elle était beaucoup plutôt femme que mère. Elle ne nous faisait pas de mal non plus, mais elle nous mettait des fois dans la ferme. En 1942, 1943, il y avait les maquisards. On ne savait pas, des fois, des gens qui avaient des mauvaises idées. Nous, on avait 7 ans, 8 ans. Elle nous laissait seuls pendant 3 semaines ou 15 jours, tout seul. Alors, on buvait du lait puisqu'il y avait des vaches qu'on gardait pour un boucher de Barré-le-Bas. Il avait mis les vaches pour l'herbe qu'il y avait et on avait toujours du lait à boire. Alors, à force de boire toujours que du lait, ça faisait drôle, on faisait notre caca tout blanc. Ça me rappelle tout ça. Le caca tout blanc. Ça me revient à la tête de voir ça, je me disais quand même. Et puis on était livrés à nous-mêmes.
Et on était 4. Il y avait mon frère Roland, qui avait 14 mois de plus que moi. Il avait mon petit frère Claude, Morissette. Et moi, comme j'étais le plus jeune, on m'avait mis chez ma grand-mère. Et avec ma grand-mère, j'ai resté 2 ans, 3 ans que je commençais à marcher. Elle m'a gardé peut-être 3 années. Pendant les 3 premières avant la guerre, puisque je suis né en 31. Non, ça devait être à 36, 37 qu'elle m'a gardé au début. Voilà, et je raconte un petit peu tout ce qu'elle m'a raconté quand elle était jeune. Alors, admettons que Pasteur a découvert la rage en 1800, mettons 80, peu importe l'année, et on étouffait ceux qui étaient mordus par un chien ou une bête enragée, on les étouffait entre 2 matelas parce qu'on n'avait pas le vaccin. Et ma grand-mère m'a raconté ce qui se passait, des cousins qui avaient été étouffés parce qu'ils avaient été mordus par une bête enragée, qui avait la rage, pour pas qu'elle donne. Quand quelqu'un était mordu par un chien ou une bête enragée, un renard ou n'importe quoi, on n'avait pas le vaccin. Alors, pour pas qu'il morde les autres, les gens qui étaient aux alentours de cette personne étouffaient, tuaient la personne qui était mordue par la bête enragée, puisqu'il n'y avait pas le vaccin. C'est une chose qui m'est bien restée en mémoire de ça. Cette vie, il fallait, c'était une vie comment je peux dire, c'est en 1937, 36, 37, un peu avant la guerre, et il n'y avait ni radio, ni rien dans les... Alors mon grand-père, avant qu'il meure, je sais qu'il fumait beaucoup, il est décédé, mais pendant qu'il était encore en vie, il jouait de la flûte et il jouait c'est-à-dire du violon. Et je me rappelle que les loups nous suivaient à l'époque, un peu avant la guerre. Ils nous suivaient parce que les loups étaient encore présents. Parce qu'après, ils ont disparu un peu après. Maintenant, il s'est réintroduit, le loup, puisqu'il vient jusque dans le centre de la France à ce moment. Bon, et il les suivait. Alors, le bruit du violon et faisait du bruit, ça tenait les loups en arrière. Parce que je me rappelle, on mettait autour des coups des chiens des trucs avec des pointes, parce que le loup attaque au cou. Alors il se piquait, et dans les châtonnières, il ne pouvait pas passer. Il n'y a que les chats qui pouvaient passer. C'était une autre vie. Et ma grand-mère, un jour, je lui ai dit, « Et ta maman, qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Eh bien, tu sais que dans le temps, les cheminées étaient très larges. On mettait les chaises à côté des braises, et puis on se chauffait longtemps comme ça, malgré qu'il n'y avait plus de flammes. Et elle, un jour, elle avait des longs cheveux qui allaient presque par terre. Elle s'est peignée, et puis ça a pris feu. Et elle a été brûlée au 3e degré, hein, comme on appelle les cheveux. C'est quand ça prend feu, c'est une flamme, il n'y a plus rien. Et la tête est brûlée. Et alors elle est morte comme ça. C'est ma grand-mère qui m'a expliqué comment elle était morte. Et pendant la guerre, moi je sais qu'on avait peut-être le quart d'un kilo de sucre pour le mois. Moi, si le truc de sucre restait sur la table, j'en prenais des poignées et je le mettais dans ma poche pour manger le sucre. Ma grand-mère me disait grand chose. Elle savait que ça manquait le sucre. C'était quelque chose on n'avait pas de bonbons, on n'avait rien pendant la guerre. C'était la misère. On avait 100 grammes de pain, des trucs comme ça. Et je me rappelle qu'on volait pour se nourrir. Mais les petites épiceries qui avaient les cajots dehors avec les fruits, pommes, pois, n'importe quoi, on prenait le poignet puis on s'en allait. Si on avait des petites jambes, on courait assez vite, ils ne pouvaient pas nous rattraper. Mais c'était pour manger. On dit la faim fait sortir le loup du bois, c'est vrai.
Même les gamins, on volait. Moi, des fois, j'allais à la boucherie, je disais, vous voulez me donner du jambon? Ma maman viendra vous payer. Ma mère, elle n'était pas au courant. Quand elle allait chercher du jambon à la boucherie, elle me dit, Madame Fassino, vous devez tant. C'est votre fils qui a pris. Elle était obligée de payer. Elle savait qu'on avait faim. C'était quand même les 4 ans de guerre. Nous, les jeunes, on les a payés dur pour la nourriture. Et c'était comme ça. Voilà, et puis on mangeait, comme avec ma grand-mère, on n'a pas crevé de faim, parce qu'il y avait les arbres fruitiers, il y avait le jardin. Mais c'est plutôt avec ma mère qu'on est rentré en ville. Voilà, on est rentré en ville, et puis dans la ville, j'ai été victime d'un gars, comme il profitait des enfants pour faire des choses. Alors, je sais qu'il nous mettait quelque chose sur les yeux, et puis il fallait deviner ce qu'il faisait. Alors, bien souvent, il sortait son zizi, il nous la mettait à la bouche, mais on ne le voyait pas. Mais c'est lui arrivé qu'un jour, le bandeau était mal mis, j'ai vu qu'il sortait ça, je suis parti et je n'ai plus revu. Il profitait de nous donner des biscuits pour manger, qui nous attirait avec la nourriture, parce que c'est la faim. La faim fait sortir le loup du bois, les gamins, c'est pareil, il faut qu'ils mangent. Et je me rappelle, j'ai beaucoup volé les fruits, les trucs, mais c'était une nécessité. Alors ma mère nous plaçait comme bergers chez quelqu'un. On ne nous payait pas, mais on nous nourrissait. À Ribier, je gardais les brebis. Berger, j'ai gardé les brebis, alors c'est dans les années 43-44. Thérèse, c'est la maman. Non. Thérèse, et puis son nom de famille, c'est Cesse. Elle était mariée avec un monsieur Cesse, que lui est mort dans les années 50. La famille, ils avaient un garçon et une fille. Une Simone et l'autre Jean-Paul. 2 enfants ils avaient. Et moi, j'étais le 3e qui était accepté avec eux dans leur rang. Je faisais mon métier de berger, je veux dire par là. Mais je mangeais à ma faim. D'abord, ma mère nous a mis là, c'est pour manger. On n'avait rien, on n'avait ni salaire ni rien. Hein. Et eux, ils allaient à l'école, que moi, je n'allais pas à l'école. D'abord, je dis à tout le monde, j'ai bac-8, que j'ai été élevé avec eux en faisant les bêtises qu'on faisait à l'époque. On y avait cassé, je crois, une soupière. La maman nous avait disputé un peu. Ça ne m'avait pas plu. C'est-à-dire, j'ai été mécontent qu'on m'ait engueulé. Et qu'il n'y avait pas de raison, parce que ces enfants étaient aussi coupables que moi, mais ils n'ont rien eu. Et le matin, quand je me suis levé, j'allais traire les chèvres. Et là, d'un coup, dans ma tête, c'est venu que la veille, on avait vu une voiture, un gros camion américain qui s'est arrêté. Il nous a donné du chocolat avec Simone. Alors, je me suis dit, pourquoi tu restes berger? Tu changes ton nom. Je me fais appeler Henri Bernard, que je suis de Toulon. Je m'appelais Henri Bernard au lieu de Pierre Fassino. Et je me suis mis au bord de la route et j'ai arrêté le premier camion GMC qui passait. Et c'était un gars qui parlait le français de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'était aux États-Unis, mais il parlait le français. Donc j'ai eu une chance de tomber sur lui. Alors je lui ai expliqué que mon père et ma mère étaient morts et j'avais plus personne, alors le voilà. Et il voulait me garder, m'adopter. Et j'ai resté jusqu'à Baden-Baden avec lui. J'avais la veille Simone qu'on avait mangé du chocolat avec eux. J'ai dit, putain, il va y avoir du chocolat à manger.
Moi, que je ne connaissais pas ce que c'était le chocolat, on n'en mangeait pas, on n'avait pas de... Si, on avait peut-être une barre par... Oui, indirectement, c'est un peu ça, si on veut. Mais ça n'a pas été la principale, parce que j'étais bien dans cette ferme. C'est moi qui avais envie de voyager, de ne pas être berger, comme le frère de ma mère, il a été berger toute sa vie. Et il n'a rien fait, il n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais marié. Il a vécu pauvre, alors moi je ne voulais pas être comme lui. Et en arrivant, c'est un qui était, comment c'est dire, couturier, il s'appelait, je me rappelle, Chapiro, un nom italien. Il était couturier, il m'a taillé la vareuse là, à mon truc. C'était facile, les épaules étaient assez carrées. Il y avait peut-être les manches un peu longues, les raccourcir. Les pantalons, c'est pareil, j'étais pas bien grand. Par contre, il n'y a que les souliers que j'ai pas trouvés. Il fallait que je mette du coton parce que les pieds étaient petits, parce que j'ai resté quand même presque un an avec eux. Ben, je m'occupais avec eux, j'apprenais mon anglais. Moi, je parlais pas un mot d'anglais. C'est là que petit à petit, pendant un an que j'ai resté avec eux, et j'ai appris le minimum d'anglais, quoi. Et j'étais devant les chars Fairman qui étaient les tanks qu'on avait. Alors bien souvent, j'étais à la conduite à côté du chauffeur. Je vivais une vie merveilleuse pour moi, qui était berger, garder les chèvres, et d'un coup, je rentre dans l'apothéose. Je pouvais prendre une tablette de chocolat sur l'étagère, ça personne ne me dit rien. Et partout où j'allais, j'ai dit « That is the French ». That is the French. Tout le monde voulait me garder. Et il m'avait mis le grade de lieutenant. Alors, quand on arrivait en 1944, libéré, mettons, Lyon, je crois que c'est les maquisards qui ont libéré, mais ils ont libéré Lons-le-Saunier. On a été invités par la mairie, la maire, les officiers. Et moi, j'étais les officiers avec le grade de lieutenant. J'avais 14 ans. Je n'étais pas lieutenant. C'est pour rigoler. Alors, ils me présentaient comme officier dans les mers français. Ils disaient, regarde, il n'a même pas de barbe ni rien. Ils les prennent au berceau. Regarde, il est lieutenant. Moi, je comprenais tout ça, ça me faisait rire. Tu te rends compte, la vie d'un berger, je change de tout. Je suis de nouveau dans la nourriture. C'était à ras. J'avais la nourriture à manger, ce que je voulais, biscuits, ce que je voulais. J'avais plus faim. Et on a fait pas mal de prisonniers. Et chaque fois qu'on avançait, il fallait attendre que les Allemands soient parqués et qu'ils suivent bien encadrés. Il fallait les guider dans des endroits. Et toutes les villes, à excepter quelques villes comme Lyon, ça a été débarrassé des Allemands avec les FFI qui ont fait le nécessaire. Et il y a plusieurs villes qui ont donné un coup de main, qui ont fait le travail. Et que les Américains arrivaient, que c'était tout fini. On rentrait, mettons, quand nous sommes allés à Lons-le-Saunier, qui est le chef-lieu du Jura, ben, ça a tenu deux nuits et 2 jours, l'occupation, chasser les Allemands. Et on a réussi à aller. Il n'y a qu'à Belfort qu'on les a laissés derrière et puis qu'on est continué. Belfort. Jusqu'à Baden-Baden, nous sommes allés. Là où j'ai rencontré le fameux Paton, avec ses revolvers en argent. Là. Il m'a vu avec le grade de lieutenant, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est cette connerie ?» Il a dit en anglais, mais que je comprenais un peu. « What is this ?» Il dit, comment c'est ? J'ai dit « don't worry, nothing for me ». Enfin, je rigolais parce que il parlait bien le français, parce qu'ils ont fait la guerre de 14-18, ces gens-là.
Et il parlait bien le français. À Baden-Baden, il était là. Et 2 jours après, il a eu un accident de jeep et il est décédé. Après m'avoir refusé ce capitaine de la Nouvelle-Orléans qui a décidé de m'adopter. 2 jours après, il a l'accident, il meurt. Quand il m'a vu avec le grade d'officier lieutenant, ça l'a un peu perturbé. Il a dit, vous rigolez avec ce gamin-là. Il a dit, non, no way, you don't take this guy. Tu ne prendras pas ce gamin qui a fait... I don't want you do this. Voilà, c'était clair et net. Il a dit, je ne veux pas que tu fasses ceci. Il a dit, celui-là, tu le ramènes de suite aux Français. Alors, ils m'ont amené à l'époque, c'était Delade de Tassigny, qui suivait les Américains. Et c'est lui qui m'a... le fait d'être pris par le général Fournier. Il m'a mis au café de la Bourse à Besançon, qui avait été réquisitionné par les Français, l'hôtel, aussi bien le restaurant que les chambres, pour les militaires. Le général Fournier, c'est lui qui faisait il était responsable de l'intendance. Et il s'occupait de l'intendance. C'est lui qui faisait rentrer ce qu'il avait besoin des Américains pour la nourriture. Et ils avaient des bons chefs, ils avaient 3 chefs cuisiniers. Il y en avait un, Maurice, qui s'appelait... Et il y avait un arpète, c'était moi. Je faisais les oignons, je faisais les trucs que je pouvais faire. Et j'apprenais à faire la cuisine. Pour faire le pain, pour faire les croissants, les brioches, tout ça. Et de ça m'a servi plus tard. De Gaulle était venu pour manger, puisque c'était là où les officiers venaient manger. Et comme c'était le chef, lui, à l'époque, il était quand même le président. Je crois qu'il était président. Et il est venu, il a serré la main aux officiers, aux maîtres d'hôtel, à tout le monde. Et moi, j'étais là, il m'a serré la main aussi. Quand il a dit le chef cuistot, là, il a vu le chef cuistot, il a dit, vous les prenez jeunes déjà? Il m'a dit, vous les prenez jeunes? Il a rigolé. Il a dit, c'est un enfant qu'on a trouvé de Toulon, il nous suit. De Gaulle est venu, il est venu nous féliciter dans la cuisine et il était avec Joséphine Baker. Et la Joséphine Baker m'a pris dans ses bras. J'étais petit, j'étais fluet. Et elle m'a soulevé, elle m'a fait une bise. Il n'a pas de parents. Je voudrais le prendre. Puisqu'elle a cherché, je crois qu'elle en a eu une dizaine qu'elle a pu avoir par la suite. Qu'elle a élevé. Et elle parlait très bien le français. D'abord, elle chantait, dansait. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, tout ça, elle chantait. Et c'est elle qui voulait m'adopter. J'aurais été son premier enfant. Mais le général Fournier, qui s'occupait de l'intendance de tout ça, il a dit non. Il est déjà réservé pour une famille de coiffeurs qui va venir le chercher demain. Et ils vont le prendre comme enfant. Donc, elle n'a pas insisté. Et voilà. Mais le général Fournier a trouvé la famille de coiffeurs qui allait m'adopter. Parce qu'il voulait me sortir un petit peu avec les militaires. J'allais plus à l'école, j'avais plus rien. Et pour que j'ai une vie normale comme un enfant, que la guerre a complètement un peu perturbé et qui reprend du normal, quoi, qui va à l'école normalement, comme c'était mon âge. Ils sont venus me prendre, et le soir que je suis arrivé chez elle, j'ai pris la douche, on m'a mis des beaux habits, elle me prend un cheveu et elle le met dans une bague, et elle commence à calculer.
avec son pendule. Je cherche savoir ton nom. C'est pas Henri Bernard, tu t'appelles pas Henri. Elle cherche. Elle dit, tu t'appelles Pierre. Et puis tu n'es pas de Toulon, tu es de Sisteron. Elle monte, Manosque, Aix-en-Provence, Manosque, tu es de Sisteron. Il m'a dit, maintenant, si tu mens, je vais le savoir. Le lendemain, ils m'ont plus vu. Je suis parti, hop. Par la suite, il se peut qu'elle a pris un petit carnet où j'avais mis mon nom et tout ça, peut-être, je ne sais pas. Oui, j'ai pensé qu'elle avait, sur le coup, et puis j'avais mis sur un petit papier, une petite feuille, mon nom et mon adresse peut-être. C'est là qu'ils l'ont vu, qu'ils ont fouillé, et puis ils ont dit non, c'est Pierre Fassineau. Par la suite, j'ai pensé, mais sur le coup, j'ai pensé qu'il fallait que je m'en aille parce qu'elle était trop forte pour moi. C'est la seule qui est arrivée, que c'est la vérité. Et qu'elle me dit, c'est Pierre que tu t'appelles. Voilà, je suis parti, je suis allé retrouver mon chef cuistot, je suis revenu à la cuisine et j'ai travaillé. Et j'ai resté jusqu'à 48 que j'ai pris la bicyclette de Besançon pour aller à Sisteron en vélo. Et il y a 630 km à faire. J'ai fait 2 cols et tout ça, j'ai fait ça en 3 jours. Mais parce qu'il y avait mes parents. Et j'avais décidé de rentrer à la maison. Et puis quand je suis arrivé, ma mère était avec un autre bonhomme. Je suis allé à Montfuron. Un cousin que j'avais qui avait fait la guerre de 14-18. Il était à Montfuron, il y avait un beau moulin. Et c'était une jolie place. J'ai resté chez lui, il avait 5-6 enfants. Et j'ai resté en famille jusqu'à ce que je fasse ma route à pied à Nice, à Digne-les-Bains, à Nice pour m'engager dans l'armée marine. Je me suis engagé en 49. En 49. Parce que j'ai le matricule 50 dans la marine en voyage.